Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo que je suis tellement heureuse de vous tourner, que j'avais tellement hâte de vous tourner. Elle fait suite directement à mon vécu d'hier soir. Donc depuis hier soir, je fais que penser à ça, j'ai eu du mal à dormir, j'ai beaucoup scripté cette vidéo et j'avais super hâte de la tourner. Et ce, parce que je suis allée hier soir au cinéma voir la projection du documentaire Miyazaki et le héron, qui est sorti en salle le 21 et le 22 novembre en hommage au 1 an de la sortie du dernier film d'animation de Hayao Miyazaki, Le garçon et le héron, et qui retrace en fait le processus créatif du réalisateur et de ses différents collègues de travail. Ce documentaire, il nous a permis aussi d'entrer dans le quotidien et vraiment dans l'intimité de Hayao Miyazaki. Et pendant toute la projection, moi je prenais tout plein de notes, j'avais plein de réflexions, d'idées qui fusaient, et puis je me suis dit que ça serait super intéressant que je vous en fasse une vidéo. Peut-être que vous n'avez pas eu la possibilité de vous rendre au cinéma, et si c'est le cas et que vous le regrettez, cette vidéo elle est faite pour vous. J'ai vraiment recensé tous les points qui me semblaient très importants, et je vais vous les transmettre ici avec à chaque fois mon analyse comme d'habitude. Et donc si ce format vous intéresse, je vous propose de commencer juste après l'intro. Ce documentaire, il durait environ 2 heures, il me semble, de 20h30 à 22h30 pour moi. Et il a été réalisé par Kake Arakawa, qui est un ami de Miyazaki. Et ça, c'est un détail qui n'en est pas un, puisque ça nous a permis, nous, le public, d'intégrer vraiment l'intimité du mangaka. Et par ailleurs, Arakawa avait déjà réalisé un documentaire au sujet de Hayao Miyazaki, qui s'étendait sur 2 ans de captation, tandis que celui-ci, dont je vous parle aujourd'hui, il est étendu sur 7 ans, les fameuses 7 colossales années de création pour Le garçon et le héron. Et donc ce premier documentaire qu'ils avaient réalisé en collaboration, il était sorti le 2 janvier 2019 et donc c'est assez regrettable, moi je ne l'ai jamais vu. Il s'agissait de Never Ending Men, ou en japonais Owaranai Hito, donc l'homme qui ne s'arrête pas. Et à l'époque, il suivait donc la réalisation, notamment du court-métrage d'animation qui s'appelle Boro la petite chenille, et que j'ai eu la chance d'ailleurs de visionner quand je suis allée au parc Ghibli cet été. Donc là, je vous dis pas, hier soir dans mon lit, quand j'écrivais la vidéo et que je me suis rendu compte de ces parallèles-là, j'étais en folie. Et j'ai divisé donc cette vidéo en plusieurs parties selon les thématiques vraiment que j'avais à développer. Et on commence avec le film strictement. Très rapidement, j'ai trouvé très interrogeant la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est réalisé, les différents plans, comment est-ce que c'est coupé, comment est-ce que c'est monté. Cette modalité de captation, j'ai noté que ça fait très vlog amateur pour vous la représenter. C'était assez maladroit et ça m'a vraiment déroutée pour un projet d'une telle envergure qui en plus se diffuse à l'international. Pendant les premiers temps, je me suis dit ok, la qualité d'image, elle est vraiment pas incroyable. On croirait que c'est tourné avec un téléphone d'une autre génération, presque. Je suis un peu dans la caricature, mais c'est pour vous dire que ça faisait pas un tournage conventionnel pour un documentaire, quoi. Et de là, rapidement, je me suis rendue à ce qui est pour moi maintenant l'évidence, c'est que c'est sûrement un choix, c'est sûrement une prise de position artistique, et j'ai essayé de réfléchir à, ok, qu'est-ce que ça peut apporter? Quel est l'intérêt pour le vidéaste d'avoir procédé de cette manière? Parce que c'est vraiment du style, on filme Miyazaki, on lui fonce dedans, on voit son manteau en gros plan, on voit les gouttes d'eau sur les caméras, soit la caméra elle est posée au sol et elle filme un peu en l'air. Enfin, vous voyez, c'est beaucoup de choses comme ça. Et rapidement, en fait, l'argument qui est pour moi le plus évident, c'est que ça donne une certaine proximité avec le réalisateur qu'on n'a jamais l'occasion d'avoir en réalité. On en connaît très peu sur lui. Et peut-être que Arakawa a voulu conserver cette authenticité, cette proximité qu'il a en le filmant d'une façon un peu détournée, un peu discrète, pour garder vraiment le naturel. Et effectivement, c'est totalement ce qui ressort du documentaire. Donc si c'est ce qu'il a souhaité faire, c'est réussi pour moi. Si on envisage que le documentaire puisse être tourné de façon beaucoup plus frontale, eh bien, c'est sûr que ça perd en authenticité. N'importe quel être humain subira un peu davantage la désirabilité sociale dans ce contexte-là. Et si on sort un peu du côté à quoi ça ressemble, pour vous parler du contenu, de ce qu'on y voit, eh bien, en tant qu'immense amatrice du travail de Miyazaki, c'était vraiment un cadeau hyper précieux que de le voir comme ça, dessiner, gommer, reprendre ses plans, reprendre ceux des autres aussi, de ses collaborateurs au studio Ghibli, avec implication, sérieux et parfois avec hargne.
Le documentaire, il était majoritairement centré sur le travail de réalisation du Garçon et le Héron. Et de fait, on voyait toutes les étapes de création, donc jusqu'à, et là c'était plutôt vers la fin, la musique choisie, les voix, où Miyazaki est complètement en studio, en train d'écouter, en train d'orienter. Ça, c'était magistral pour moi, cette partie vraiment sonore. Ce que je vais vous dire là maintenant, c'est plutôt anecdotique, mais j'ai été plutôt surprise de voir le cadre de vie et de travail dans lequel évolue Miyazaki, que j'ai jugé très modeste en fait. De la même manière, je me suis vraiment questionnée sur comment il est capable de travailler autant d'heures de façon aussi acharnée dans un environnement aussi désordonné. Parce que je vous assure, son bureau, il y a des piles, des centaines, des milliers de feuilles, de dossiers partout autour de lui. Et je me dis, waouh, autant de stimulation. Comment la concentration, elle peut se faire dans une telle paperasse, quoi. Bon, ça, c'est anecdotique 100%. Et je continue en vous disant que ces projections très concrètes du travail et de la vie de Miyazaki, elles étaient tout du long du documentaire entrecoupées par des projections de moments dans les films d'animation de l'auteur accordés avec ce qu'on voyait dans sa vie réelle. Donc il y avait des transitions comme ça au niveau du montage, encore une fois très abruptes, très secs, mais qui étaient incroyables à voir, où il y avait des parallèles très nets entre les images, on voyait les mêmes choses quasiment, et donc on comprend d'où Miyazaki s'est inspiré pour tout un tas de moments dans tout un tas de ses films. Pour moi, c'est l'une des choses qui m'a le plus émue pendant ce documentaire, c'est ce travail de recoupage des informations qui a été hyper habilement fait, je trouve, et qui a mis en évidence tout un tas de liens. Et tout ça sans parler du fait que revoir ou découvrir, parce que pour beaucoup, j'étais pas encore née, sur grand écran, au cinéma, avec les enceintes, pour moi, c'est incroyable. Et à chaque fois qu'il y avait un passage d'un Ghibli, je chiale. Tu rajoutes à ça la musique. Incroyable, vraiment. Les Ghibli au cinéma, c'est l'une des plus belles choses que j'ai pu voir dans ma vie. Enfin, pour finir sur cette première partie concernant le film, tout au long de la projection, il y avait certains leitmotivs qui maintenaient une certaine cohérence au fil des années. Parce qu'on n'oublie pas que Arakawa a filmé durant 7 ans consécutifs, avec des moments plus ou moins importants de pause. Et donc les leitmotivs en question, c'est par exemple des interviews de Toshio Suzuki, qui est le fidèle collaborateur de Miyazaki dans les studios, qui est son producteur. Et régulièrement, comme ça, on va lui demander comment vous percevez l'état de Hayao Miyazaki, et lui, au fil des années, nous donne sa perception du mangaka. Également, un second leitmotiv, c'est l'anniversaire de Miyazaki. À chaque fois, il est filmé. Et puis, on voit l'apparition régulière d'enfants. Et de ce que j'ai perçu, Miyazaki semble très proche des enfants. Il y a eu des moments comme ça où il exprime beaucoup de considération pour eux. Il exprime que c'est l'espoir, finalement, le futur, ces enfants très jeunes. Et pour moi, c'est un élément qui est clairement mis en évidence dans son travail d'animation. D'ailleurs, pendant un passage spécifique du documentaire, il le dit de façon très explicite, il souhaite aider et soutenir les enfants, tout comme lui, on l'a aidé quand il était plus jeune, sachant très bien que chacun d'eux vit son lot de souffrances. Il évoquait particulièrement combien lui-même avait souffert durant cette période de sa vie. Justement, on y vient, on va passer pour cette seconde partie de vidéo à Hayao Miyazaki. Et je vous dirais que avant d'aller voir ce documentaire, j'avais un avis beaucoup plus sévère sur Miyazaki. Déjà parce que je le connaissais à peine, donc je me disais que je ne pouvais pas me faire une idée de qui il est. Et ensuite parce que les seules choses que j'avais à voir de lui, c'était ses travaux et en tant que personne, ses propos très secs, très sévère envers son fils Goro Miyazaki, qui avait produit Les Contes de Terre-Mère et La Colline aux coquelicots, qui, soit dit en passant, est l'un de mes Ghibli préférés. Alors je sais que Miyazaki a fait un travail de collaboration avec son fils sur celui-ci, mais pour moi c'est d'une douceur, d'une légèreté, d'un réalisme. J'aime énormément cette animation-là. Enfin voilà, il n'avait pas été tendre envers son fils. Je m'étais dit, oula, perfectionniste et travailleur, ok. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un fond malveillant derrière tout ça? Miyazaki, il est aussi connu, même si on n'en a jamais eu trop les représentations par des images concrètes, pour être intransigeant et voire très dur avec ses équipes. Et donc, j'avais un regard sur lui qui était un petit peu critique à ce niveau-là. C'est probablement une part de lui, mais c'est pas ce qui nous est donné à voir évidemment dans ce documentaire. Et j'ai l'impression d'en connaître plus de lui parce que pendant 2 heures, je l'ai quand même observé vivre, interagir, travailler. Et j'ai beaucoup plus d'affection pour lui actuellement. Je pense que même si le documentaire le méliore peut-être, on va dire,
Tout ça, ça fait partie aussi de sa personnalité. Je vais mettre vraiment l'accent sur l'humour du réalisateur parce que c'est ce qui ressort vraiment dans ce documentaire, l'humour et l'émotion. Justement, l'émotion passe sous l'humour, on en parlera chez lui. Et donc, je me sens plus proche de lui et je pense que toutes ces facettes-là, je les ignorais à son égard et elles font aussi partie de lui. Ça, c'est mon avis. Donc tel que j'ai commencé à vous le dire, il y a beaucoup d'émotions dans ce documentaire, notamment parce qu'il y a la thématique du deuil qui doit se faire durant toutes ces années, à plusieurs reprises. Et une large part de la communication de Miyazaki passe par l'humour, justement. C'est un homme japonais d'un certain âge, je crois qu'il a 82, 83 ans aujourd'hui, qui donc est très pudique et très contenant concernant ses affects vis-à-vis des autres, même vis-à-vis de lui-même, je pense, et qui en plus de ça ne s'épargne pas. Non seulement il est dur parfois envers les autres, mais il est surtout intransigeant et très rigoureux envers lui-même. Avant toute chose, il a énormément d'attentes et justement, il les exprime aux autres en passant beaucoup par l'humour. En tout cas, c'est ce qui est représenté dans le documentaire. Donc il y a vraiment beaucoup de communication, non pas sur le plan non verbal, non pas sur le plan de la communication fluide et assertive, mais vraiment par cette modalité-là qui est l'humour. Et c'est un aspect qui, pour moi, est très touchant. Je pense que vous allez l'entendre plein de fois ce mot, j'ai fait que pleurer pendant ce documentaire. Je suis passée par plein d'émotions et c'est en ça que pour moi il était génialissime. On adore les émotions ici. Et pour continuer sur Miyazaki, je vous ai noté que ce qui était frappant pour moi, c'est à quel point cet homme est finalement un immense artiste. Alors il faut savoir que dans ma conception des choses, il n'y a pas plus grand artiste que celui qui souffre et qui expie ses souffrances dans son art. Et justement, qu'est-ce que Miyazaki peut être torturé, notamment qu'est-ce qu'il a pu être torturé ces dernières années, tout au long de sa vie selon diverses thématiques, mais dernièrement face à la thématique de la mort. Et d'ailleurs, il le dit lui-même dès les premières minutes du documentaire, alors qu'il est en difficulté pour s'endormir. Je crois que mon cerveau est cassé. C'est ce qu'il exprime. Et ce qui m'a impressionné à son égard, quand je l'ai regardé pendant ces 2 heures, eh bien, c'est la force physique et évidemment psychologique de cet homme. Mais vraiment, pour vous parler de son apparence, moi, je suis assez bluffée. Je trouve qu'il ne change pas, il ne vieillit pas au fil des années. Il est comme immortel. D'ailleurs, je sais plus qui le dit dans le documentaire, c'est Otoko dans Princesse Mononoke, il est immortel. Effectivement, c'est un homme qui fait pas son âge, et ce parce qu'il maintient une activité accrue. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup au Japon, et ça maintient évidemment les gens dans une dynamique vivante, entre guillemets. Il y a évidemment la pratique mentale, le fait d'être régulièrement dans la production, comme ça, l'élaboration, la créativité. Et puis, il y a aussi la pratique physique, puisqu'on le voit faire du sport dans son studio, là, de grands sauts, comme ça. On le voit aussi couper du bois, très régulièrement, et avec une force, c'est déroutant pour moi. Et voilà, c'est un homme qui a organisé sa vie autour de son travail, qui va toujours au-delà des attendus. Il fait plus qu'un travail de réalisateur, on le sait. Il travaille son storyboard et ensuite il vient superviser toute la suite du travail de réalisation. Et donc pour moi, Miyazaki, c'est vraiment un modèle d'inspiration parce qu'il a ces 2 qualités, ces 2 forces, tellement elles s'expriment intensément, à la fois de persévérance et d'un autre côté une certaine sagesse. Et ça, je l'ai relevé parce qu'il sait reconnaître quand ce n'est plus de son ressort. Il sait en fait quand il faut lâcher prise. Quand est-ce que ça devient délétère de fournir beaucoup d'efforts et d'implications quand on ne peut plus rien y faire? C'est quelque chose que je me suis noté quand le film est sorti et qu'on lui a posé la question est-ce que vous appréhendez? Et Miyazaki a répondu, le film n'est plus entre mes mains, maintenant c'est à lui de faire ses preuves, c'est à lui de réussir. Durant le documentaire, j'ai également noté Miyazaki dire, quand on a du mal, essayez et essayez encore. Si vraiment ça ne marche pas, en ayant largement persévéré, arrêtez, sortir, marcher, aller regarder la nature environnante et ça reviendra certainement. Et pour moi ça, waouh, c'est une vraie leçon de vie. Et pour être honnête avec vous, avant ce documentaire, j'avais toujours cette crainte en moi que Miyazaki disparaisse, parce qu'il a quand même un certain âge. Aujourd'hui, là, après l'avoir vu, c'est peut-être complètement naïf et peut-être complètement faux, mais je suis vraiment quelque part rassurée. Je me dis qu'en fait, c'est peut-être pas pour tout de suite, quoi. Et évidemment, c'est tout ce que je lui souhaite et tout ce que je nous souhaite, parce qu'à mon avis, tant que Miyazaki sera en vie, il créera, que ce soit des petits ou des plus grands projets. Pour finir sur Miyazaki, j'ai noté une phrase de Toshio Suzuki, le producteur des studios Ghibli, qui nous dit lors du lancement du projet Le Garçon et le Héron, « J'étais inquiet, quand les grands réalisateurs vieillissent, leurs projets perdent tous en qualité. » Il finit par dire
pas Miyazaki. C'est impressionnant. C'est d'ailleurs peut-être là qu'il a lancé le fait que Miyazaki soit Otoko, je m'en souviens plus exactement. Et pour continuer cette vidéo, je tenais à vraiment faire une partie sur Isao Takahata, donc qui était un grand collaborateur de Miyazaki, qui l'a notamment initié, avec lui pris sous son aile dans le monde de l'animation. Takahata, il est décédé il y a 5 ans, en 2018, et ça a été une grande perte pour le monde de l'animation japonaise, et puis une grande perte aussi au niveau personnel pour Miyazaki, puisqu'il le dit, il s'aimait autant qu'il se détestait. Je pense que la relation entre les deux, elle est vraiment à considérer comme fraternelle. C'est ce que moi je ressens du moins. Il va sans dire que Takahata et Miyazaki formaient l'un des duos créatifs les plus fascinants du monde. Et puis à la mort de Takahata, il y a comme un tournant dévastateur qui est pris pour Miyazaki, et ça on le voit nettement dans le documentaire. On le suit durant les jours, les semaines, les mois, les années qui suivent son décès, et régulièrement Arakawa l'interroge sur cette perte, sur sa façon de le vivre, et donc c'est ça aussi un leitmotiv très important dans le documentaire. Ce qui ressort nettement, c'est que Miyazaki, malgré une certaine rivalité, l'admirait profondément, je pense plus que quiconque sur cette terre. D'ailleurs, il dit à son propos, il était tout pour moi. Nous avions un lien très fort. C'est des mots qui sont rares et lourds de sens, je vous laisse imaginer pour un homme aussi peu démonstratif que Miyazaki. Plus que jamais, pendant la perte de Takahata, il y avait ce subterfuge là derrière l'humour chez Miyazaki. Il y a d'ailleurs une blague que j'ai pu noter, où il plaisantait sur le film Pompoko en disant mais quelle idée de faire un film sur une thématique aussi ennuyante, et puis de toute façon qui y croit à cette disparition de l'espèce des tanuki, donc les ratons laveurs japonais quoi. En réalité, ce qu'on sait, c'est que dès les premières minutes de projection du film Pompoko, Miyazaki était totalement en larmes. Donc tout ça, ça révèle simplement le fait de masquer bien à quel point il peut souffrir. Et ce qui m'a particulièrement touchée pendant le documentaire, c'est quand Miyazaki a raconté leur rencontre, qui avait débuté d'une façon presque cinématographique. C'est assez beau. Apparemment, c'était un soir sous la pluie à un arrêt de bus. Et sûrement que ça vous fait écho à l'un des films mythiques des studios Ghibli. Moi, j'y ai pensé immédiatement. Et c'est là, justement, ce type de moment où, on nous cut le documentaire, on nous lance sur un passage, dans ce cas-là, du film d'animation Totoro. Miyazaki dit « C'était comme dans Mon voisin Totoro, sauf qu'au lieu d'un Totoro, il y avait Takahata, l'air renfrogné. » Et donc, évidemment, toujours sur une modalité de plaisanterie. Donc malgré une première impression qui était entre eux peu engageante, cette rencontre, elle marquera le début d'une collaboration fondée sur l'exigence et la passion, ce qui nous laisse aujourd'hui de magnifiques travaux. Takahata particulièrement était connu pour préférer repousser les dates de sortie, être dans une véritable exigence de création. C'est des moments qui ont été illustrés par Takahata en colère, qui demande de couper la caméra, qui se montre vraiment intransigeant avec ses équipes. Il prône vraiment le fait de prendre son temps, réaliser comme il l'entend ses films, avec beaucoup de qualité, quitte à sacrifier une date de sortie qui a été annoncée. Et ce que j'ai constaté à de nombreuses reprises, c'est que cette rigueur qu'il avait dans son fonctionnement, Takahata, elle était source d'inspiration et d'appréciation immense pour Miyazaki, qui avait vraiment l'air stimulé par sa discipline. Je pense qu'en ce sens, il avait trouvé un alter ego en ce monde. Et évidemment, il me semble beaucoup plus complexe de trouver quelqu'un d'aussi perfectionniste que de trouver des personnes beaucoup plus nonchalantes et, je sais pas comment dire ça, flemmardes. Ce qu'on retrouve en grande majorité, à mon grand désarroi. Donc on continue avec le fait que pour Miyazaki, Takahata était à la fois un modèle et un propulseur de créativité. Il y avait, c'est ce qui est beaucoup relaté mais qui n'a pas été très illustré par le documentaire, une rivalité importante et constante entre eux, illustrée par des discussions animées sur l'animation, sur l'art, qui poussaient Miyazaki à toujours vouloir se dépasser, c'est ce qu'on a dit. Miyazaki l'exprime tout au long de la réalisation du Garçon et le Héron. La supervision de Takahata, son regard sur son œuvre, regard critique, lui manque profondément. Cette même exigence, combinée au décès de Takahata, a laissé une marque indélébile sur Miyazaki, l'entraînant dans un tourbillon de doutes et de tourments. C'est quelque chose qu'on va vraiment développer sur la suite de la vidéo. Et justement, Le Garçon et le Héron, c'est un projet qui est complètement imbibé de cette nostalgie, de ce manque. D'ailleurs, Miyazaki exprimait que pendant la réalisation de ce film d'animation, il avait à de nombreuses reprises eu comme des hallucinations auditives. Il croyait entendre Takahata lui parler, critiquer ses choix ou évoquer des souvenirs.
Je le développerai plus tard quand je parlerai du garçon et le héron. Et il y a un personnage particulièrement qui est inspiré, qui incarnerait Takahata, c'est le grand-oncle. Et Miyazaki évoque particulièrement lorsqu'il créait autour de ce personnage, il entendait de façon encore plus majorée la voix de Pak-san, donc c'est le surnom qu'il lui donnait, Pak-san, Pak-san, comme si il était là en train de l'observer, le juger, le superviser. Et Miyazaki parle de ses hallucinations comme étant à la fois terrifiantes et tellement réconfortantes pour lui. Ce qui ressort donc vraiment du documentaire, c'est que Miyazaki, si rigide et psychologiquement fermé d'ordinaire, s'est retrouvé fragilisé largement par cette perte, celle de son ami, presque de son frère, comme on l'a dit. Et dans le documentaire, il y a une scène poignante où Miyazaki est en train de dessiner, comme dans de larges moments. C'est un jour de pluie, on va voir Miyazaki sortir brusquement, en plein travail, et visiblement troublé, demander à voix haute « Où es-tu, Pak-san ?» Et en fait, ce que nous dit régulièrement Miyazaki, c'est qu'il interprète que Pak-san, c'est en fait devenu, on va dire, l'esprit du tonnerre. En tout cas, le tonnerre serait l'expression dans le royaume des morts de son ami. Et ce moment, il semble avoir bouleversé les individus qui entourent Miyazaki, révélant combien Takahata était toujours aussi présent dans son esprit, dans sa vie, à sa manière. Vous l'aurez compris, les parallèles entre leur relation et le récit, notamment du garçon et le héron, eh bien, ils sont nombreux, mais pas exclusifs. Dans tout un tas de créations de Miyazaki, en fait, il y a des personnages qui incarneraient Isao Takahata, si j'ai bien compris. Les caractéristiques discriminatoires, en tout cas qui permettent d'identifier que c'est peut-être l'incarnation ou inspiré de Isao Takahata, eh bien, c'est ce caractère exigeant et inspirant à la fois. C'est des mentors qui sont parfois conflictuels, mais vraiment nécessaires pour l'épanouissement final des personnages. J'ai également noté d'autres phrases que je trouve inspirantes de Miyazaki. Dans un entretien à la question « Est-ce qu'il vous arrive de rêver ?», il a répondu seulement de Pak-san. Ce qui met vraiment en évidence à quel point il est présent, omniprésent dans son esprit. Et le vide laissé par Takahata, il est donc immense. Takahata qui est Pak-san, j'espère que c'était saisi ça. Et bien que ça génère forcément une grande souffrance chez Miyazaki, ça continue aussi de l'inspirer et de le nourrir artistiquement. C'est ce qui nous a conféré un tel chef-d'œuvre dans celui qui est Le garçon et le héron. Et j'ai noté que ce film semble désormais porter l'ombre bienveillante de ce rival et ami, ce modèle et critique à la fois, ce dieu du tonnerre qui ne cesse de gronder dans son esprit. Je répète beaucoup de fois les mêmes idées parce que à chaque fois il y a des petites subtilités, des petites variantes. J'ai vraiment envie dans cette vidéo d'être très exhaustive parce qu'elle me tient beaucoup à cœur. Et j'espère que c'est quelque chose que vous saurez apprécier, la longueur et le détail. Pour passer maintenant à la partie 3 qui concerne le garçon et le héron, le but du documentaire c'était donc de nous instruire sur ce film d'animation et de nous aider à mieux comprendre et saisir son sens qui pour beaucoup de spectateurs était pas si évident à toujours capter, c'est mon cas aussi. Et donc chacun y allait un peu de ses petites théories et c'est vrai que dans ce documentaire on a énormément de réponses. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, auquel je ne m'attendais pas. Il y a vraiment beaucoup plus de références et de sens que je ne l'aurais imaginé dans ce film. Et donc pour moi c'est un pari réussi, cette captation documentaire de Arakawa justement. Pendant la réalisation du garçon et le héron, il y a une phrase qu'a dit Miyazaki, c'est si le storyboard est fini, je pourrais mourir, les autres finiront, toujours teinté d'humour. Mais donc il y a vraiment cette phrase-là qui traduit de son perfectionnisme et de sa peur sous-jacente de pouvoir disparaître à n'importe quel moment. Donc son acte créatif, il est toujours empreint de cette angoisse existentielle face à la mort. Ce dernier film, sorti par Hayao Miyazaki le 21 novembre 2023, si je ne m'abuse, c'est le fruit, on le sait tous, d'années éprouvantes qui reflètent un chaos intérieur qu'il n'a cessé de combattre. Donc ce chaos, tel que je l'ai dit, c'est le fruit de l'accumulation de pertes, celles de ses proches, à la fois au niveau personnel et au travail. Et ce chaos qui est interne à Miyazaki, il transparaît vraiment dans ce film d'animation et c'est ce qui pour moi fait en sorte qu'il soit aussi difficile à appréhender pour nous. C'est pas un film qui est impossible d'accès, par contre c'est un film qui ouvre des portes à tout un tas de théories. Seul Miyazaki a pu nous éclairer sur le fond réel de ce qu'il souhaitait transmettre, de ce qu'il y avait au fond de son esprit.
Et ce que j'ai identifié comme gênant la compréhension du film, c'est qu'il dépasse le langage simplificateur qu'on utilise les uns envers les autres pour communiquer de la façon la plus lisible possible. Miyazaki nous laisse entrer dans un territoire troublant et rare qui est son esprit, vraiment les confins de ses affects, mêlés à ses blessures les plus intimes, les plus profondes. Dans le documentaire, Miyazaki nous explique que à sa différence, Takahata, lui, il va beaucoup plus aller dans l'introspection. Et on le connaît effectivement pour des œuvres très profondes, vraiment ancrées dans du réalisme. Pour expliquer ça, Miyazaki va utiliser à plusieurs reprises la métaphore d'un couvercle au-dessus du cerveau que Takahata ouvrirait pour créer. Et visiblement, c'est ce que Miyazaki s'est impliqué à faire dans Le Garçon et le Héron, peut-être pour la première fois, parce que Takahata n'est plus là pour s'ouvrir au public. C'est du moins ce que j'ai compris et je trouve ça très touchant. Et on a Toshio Suzuki, donc son fidèle collaborateur, qui reconnaît à la sortie du film que Miyazaki aurait même honte de le visionner tant il dévoile ses sentiments les plus intimes. Et en cela, le film agit comme un miroir qu'on pourrait considérer tendu vers l'âme de Miyazaki. Et c'est par ce caractère spécifiquement que pour Suzuki, c'est le meilleur travail créatif de Miyazaki. Après l'avoir visionné, il lui a même déclaré « c'est parfait ». Pour moi, c'est ta meilleure œuvre. Et le fait d'avoir cette perspective-là du film, ça a augmenté l'appréciation que j'en ai personnellement. Et puis ce qui était très touchant dans le documentaire, c'est de voir le décompte. Donc c'était J-2015 jours et jusqu'à arriver à jour J, qui était tant attendu, la sortie du Garçon et le Héron. Et ce qui était très touchant, c'est ce sentiment naïf qu'avait Miyazaki de se préoccuper, de savoir si les places allaient se vendre, si ça allait fonctionner. Et effectivement, lorsque Le Garçon et le Héron est sorti, ce fut un succès. Et vraiment de voir Miyazaki et toute son équipe être nommés pour des prix et se serrer tous dans les bras, c'était tellement fort à regarder. J'en suis hyper reconnaissante. Et ce triomphe public, il contraste beaucoup avec l'effort titanesque qu'a quand même mobilisé Miyazaki, qui, d'une certaine part, c'est ce qu'on va voir maintenant, a été plutôt destructeur pour lui. J'ai noté qu'au-delà de la virtuosité artistique du long métrage, c'est aussi un témoignage unique du reflet de cet homme qui s'est battu, qui a lutté contre lui-même, qui nous a dévoilé dans chaque image finalement ses émotions les plus enfouies, en offrant finalement au monde une œuvre aussi belle que complexe. Et d'ailleurs, tout au long de la création du film, et plutôt arrivé au moment où il va être achevé, Miyazaki s'est montré de plus en plus vulnérable et Toshio Suzuki confiait même que pour la première fois, Miyazaki le perdait, que son discours allait de la réalité à la fiction, comme si les deux s'entremêlaient à mesure qu'il avançait vers la fin du film. Il y a effectivement comme une aliénation de ce travail qui, évidemment, est très mobilisant, qui demande énormément pour quelqu'un de cet âge-là. D'ailleurs, on le voit, il a mis de plus en plus de temps depuis Ponyo, je crois, qu'il avait fait en 4 ans. Il met de plus en plus de temps à créer ses films. Je crois que Le Vent se lève, c'était 5 ans. Mais là, l'élément qui s'ajoute en plus de ça, c'est le décès de Takahata pendant la création et donc toute la question de l'introspection qui avait toujours existé dans les travaux de Miyazaki, mais d'une façon beaucoup moins précise, beaucoup moins approfondie, beaucoup moins poussée. Et Miyazaki le confie lui-même dans le documentaire, il lui semble devenir fou à mesure que le travail avance. Il nous dit que pour lui ça fait que commencer et qu'un jour ça finira par se voir et il en a comme la conviction. Après, est-ce que c'est réellement le cas ou est-ce que c'est des anticipations négatives telles qu'on les connaît chez Miyazaki? Ça je ne sais pas. Donc il y a cette frontière très floue, comme on le sait, entre le réel et l'imaginaire dans cette animation, mais qui est aussi la marque de Miyazaki et qui atteint dans Le Garçon et le Héron comme une sorte de paroxysme. Et enfin, pour finir sur cette partie qui concernait vraiment le long métrage d'animation, je voulais vous dire que Miyazaki avait donné des clés de compréhension. Il se serait notamment inspiré de certains membres de son équipe dans les studios Ghibli pour créer ses personnages. Le héron cendré serait une incarnation de Toshio Suzuki. Il y avait beaucoup de parallèles et c'était assez frappant en fait. Le personnage de Kiriko, qu'on voit un petit peu moins, elle, ça serait l'incarnation de Yasuda, donc qui était la coloriste puis la large collaboratrice de Miyazaki et qui, elle, voulait faire un dernier long métrage d'animation avant de peut-être mourir lorsque son cancer s'était déclaré.
Et enfin, évidemment, il y a un personnage qui intègre Isao Takahata et c'est le grand-oncle, celui qu'on voit vraiment à la fin du film. Et justement, la scène finale de rencontre entre Maito, donc le personnage principal qui lui incarne plutôt Miyazaki, et le grand-oncle, eh bien ça serait comme une forme d'adieu de Miyazaki à son grand ami. Et en sachant ça, je trouve qu'on regardera plus jamais de la même manière cette scène. Et je voulais terminer cette vidéo sur une partie qui est pour moi la plus importante, c'est la question de la perte. Donc tel que je vous l'ai dit, je l'ai vraiment perçu comme étant le cœur de ce documentaire. À 83 ans, Miyazaki est l'un des derniers vétérans d'une époque révolue. Et donc sans cesse, il questionne dans le documentaire pourquoi suis-je encore en vie. Il est comme hanté par la disparition successive de ses proches, de ses collègues. Il verbalise, l'équipe elle disparaît peu à peu et puis le scénariste se met à filmer et c'est bouleversant. On voit que dans le studio, il y a beaucoup de places vides, il y a beaucoup de personnes qui les ont quittés finalement. En toile de fond du documentaire, il y a vraiment ce sentiment de nostalgie. La question du sens de la vie, elle est complètement centrale. Miyazaki exprime à de nombreuses reprises qu'il ne voit pas l'intérêt de continuer à avancer dans un monde où tout est voué à la disparition. Il dit qu'il se sent pas un pied dans la tombe et un pied ici, mais par contre, il s'interroge énormément en fait. Et ça s'entend tout à fait. Je pense que le jour où on va se retrouver en tant que personne âgée à perdre les gens avec qui on a évolué, on perd un petit peu une part de notre vie à chaque fois. Ça doit être vraiment déstabilisant pour un être humain. Et ce que j'ai compris pendant ce documentaire, c'est que la réponse à tout ça pour Miyazaki, c'est la création. Il dit, si on ne crée pas, qu'est-ce qu'il reste ? Et cette conviction, elle le pousse à continuer, j'ai l'impression, malgré tous les obstacles, malgré le temps qui passe, malgré la douleur, la difficulté, parce qu'il faut une telle persévérance, je me dis, pour être sur un projet pendant 7 ans, en sachant qu'on peut mourir à n'importe quel instant, qu'on perd les gens avec qui on travaille. Enfin, je trouve ça impressionnant. Il dit « arrête de geindre et vas-y ». Donc ça, c'est une sorte de mantra qu'il a l'air de se répéter. J'ai trouvé que ça faisait un écho avec Ghibli, donc le nom du studio, qui renvoie donc au vent. Donc il y a comme une symbolique qui est vraiment chère à Miyazaki avec l'aviation, le vent, le nom du studio, sa perception de la vie et ses valeurs. On se souvient que Ghibli, c'est le nom d'un vent. Et donc, il y a cette idée pour moi que il y a du mouvement. Ce mouvement serait comme une métaphore de la vie elle-même, où il faut avancer, peu importe les tempêtes, puisque s'arrêter serait nier l'essence même de l'existence. Pourtant, ce choix de continuer à créer, c'est pas sans coup psychologique. Miyazaki navigue souvent à la limite de la folie, tel qu'on l'a dit, en prenant des risques pour explorer les confins de son esprit, là où très peu osent s'aventurer. Par rapport à la métaphore du couvercle au-dessus du cerveau dont je vous parlais tout à l'heure, Miyazaki a dit « J'ai peur de ne plus pouvoir refermer le couvercle de mon cerveau ». Dans cette introspection, ce qui est vraiment au cœur, c'est quel est le sens de cette vie que je mène, vous l'aurez compris. Et cette quête presque désespérée de sens, elle s'accompagne aussi d'une certaine lucidité amère. Ça m'a vraiment surprise, mais Miyazaki a exprimé qu'il voyait le monde comme un lieu plein de malveillance, et ce parce que la mort nous attend tous. Ça m'a fait pas mal réfléchir. Il dit « On vient au monde, on cherche à comprendre ce monde et on meurt tous ». Typiquement, il y a une phrase dans Le Garçon et le Héron qui traduit de cette pensée qu'il a, de cette réflexion. C'était « Qui cherche à comprendre périra ». C'est Maito qui lit la phrase dans Le Garçon et le Héron. Et ça témoigne du fait que Miyazaki lui-même se reconnaît dans cette quête infructueuse. Pour lui, la vie, c'est une succession de tentatives de compréhension, toujours avortées et pourtant inévitables. Et en fait, c'est tellement ça, tellement vrai. Et ça m'a conduit moi aussi à réfléchir et à conclure que peut-être que chercher du sens dans tout ça, c'est inévitable, on le fait tous, plus ou moins. Moi, je le fais énormément, par exemple. Mais peut-être que chercher, c'est ne pas vivre. Et vivre, peut-être que c'est se lâcher prise, c'est ne pas se poser de questions, c'est être dans le présent, dans l'action. Et c'est peut-être ça qu'il a voulu dire derrière ces phrases-là. Bon, en tout cas, c'est mon interprétation. Et pour revenir un petit peu maintenant sur le contexte de création du Garçon et le Héron, donc un petit peu avant sa création, il y a eu la sortie du Vent se lève. Et à ce moment-là, Miyazaki pensait arrêter sa carrière. Il l'avait une fois de plus annoncé. Il avait remercié son équipe. En tout cas, certains pensaient que oui, c'était son dernier film. Mais justement, Takahata ne lui avait pas caché son mépris à ce sujet en exprimant « un réalisateur ne se met pas à la retraite ». Et finalement, ces mots-là de son mentor, sévères et révélateurs, ils ont, je pense, éveillé quelque chose en Miyazaki, une force de création et de s'y remettre. Ce que je trouve très fort dans tout ça, c'est le fait d'avoir poursuivi
continuer à élaborer le film d'animation, et ce malgré toutes les difficultés de vie qu'il a traversées et professionnelles. Vous l'aurez compris, ce documentaire il était très porté sur la thématique du deuil, l'ombre des amis disparus de Miyazaki avec Takahata, Yonebayashi et tant d'autres. On sent vraiment une force de caractère, une persévérance chez Miyazaki tel que je vous le dis. Il exprime justement être déprimé. Ce n'est pas un hommage. Donc il y a vraiment cette importance de continuer, de garder la face et d'honorer ainsi ceux qui ne sont plus là, que je tenais à souligner aussi. Finalement, Miyazaki et le héron, c'était une tension entre la perte et la création, entre le mouvement, la vie et en même temps la nostalgie et ce qui n'est plus. Et ce sont des choses qui sont très palpables avec le recul dans Le Garçon et le Héron. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui porte sur Le Garçon et le Héron, que je vous mettrai dans le petit i. Donc ça, c'était l'année dernière quand j'étais allée le voir au cinéma. J'étais allée 2 fois d'affilée, parce qu'il est relativement complexe tout de même. J'espère que de cette vidéo, vous retiendrez que Le Garçon et le Héron, c'est pas seulement un chef-d'œuvre artistique, mais c'est aussi le témoignage d'une introspection douloureuse sur le sens de la vie, de la place d'un homme aussi, avec un grand H dans ce monde qui est en perpétuel changement, dans lequel il faut malgré tout continuer à avancer, bien que l'univers soit caractérisé par une impermanence. Ce que je retiendrai, moi, c'est que avec chacun de ces films, Miyazaki, il prend le risque de se dévoiler un peu plus. Aujourd'hui, jusqu'à un stade, il le dit lui-même, assez important, presque dangereux. Et moi, je trouve que c'est la folie artistique, quoi. C'est le summum de ce qu'on peut faire. Et en même temps, il arrive au bout de sa vie, donc c'est le moment ou jamais de nous proposer des choses qui explose dans tous les sens, et c'est un génie graphique, Ce Garçon et le Héron. C'est une explosion de sonorités, de couleurs, de concepts, de propositions. Moi, je suis bluffée, évidemment. J'aimerais, pour finir cette vidéo, conclure sur le fait que le deuil est exploré chez Miyazaki, non pas tant comme une tragédie, comme une fin, mais vraiment comme une transition, un mouvement, toujours avec cette notion du vent en arrière-fond. Et c'est un héritage immense qui nous laisse à tous avec ces films et avec ce documentaire en plus. C'est pas forcément une œuvre qui a pour vocation de nous donner des réponses, mais plutôt une œuvre contemplative qui nous invite à accepter le chaos, la perte, le vent qui continue toujours de souffler. J'en ai donc terminé avec la construction écrite que je vous ai faite pour cette vidéo, qui était très élaborée. Quand j'ai écrit ça, j'étais dans un focus attentionnel immense. Pour moi, c'est passionnant. Je pense que ça se ressent quand vous regardez la vidéo. Je pense qu'elle va être très longue, parce que j'ai mis toute la journée à la tourner. Là, la lumière a dû relativement baisser au fur et à mesure. Je vais donc m'arrêter ici. Je vous remercie beaucoup de l'avoir visionné. J'espère que ça vous aura plu vraiment. Et pour ma part, je vous retrouve prochainement. En ce moment, je bosse sur des grosses vidéos. Il y avait celle-ci. Je suis aussi en train de lire un manga de Miyazaki dont je vous sortirai probablement une vidéo. Je suis en train de découvrir SNK. Je suis en train de lire 20th Century Boy, ça fait 40 ans que je le dis. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Il y a aussi Cat Size en série qui est sorti. J'ai pas eu le temps trop de regarder encore, mais je compte le faire. Donc beaucoup de choses géniales, mais qui me prennent du temps parce que la qualité passe avant tout pour moi. Donc j'espère que vous comprendrez que je suis un peu plus lente par moment pour sortir mes vidéos, avec tout ce qu'il y a autour évidemment dans ma vie. Ainsi, je mets fin à cette vidéo. Je vous remercie de tout cœur de l'avoir visionnée. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre retour plus largement, même ce que vous en avez pensé. Voilà. Merci à tous, à très bientôt. Bye bye tout le monde.